Alors, maintenant, je viens à mon dernier morceau. C'est la géopolitique. Donc je dis, 1, le rapport entre vous et le monde dans lequel vous vivez. 2, le rapport entre vous et le mode de production et de reproduction de votre existence matérielle. Aujourd'hui, le capitalisme. Demain, si c'est nous, un système plus collectiviste. Pas plus, un système collectiviste. Alors collectiviste, pas la peine de vous évanouir, hein. On n'a pas dit qu'on allait nationaliser les coiffeurs. Et moi, je me rappelle, parce que j'ai vécu ça, il y en a qui n'ont pas tout à fait mon âge, parce qu'il faut quand même y arriver, mais qui ont connu tout ça. Avant chaque élection, on se tapait le tract de la droite, qui faisait toujours appel à notre intelligence, hein, et il disait « L'armée rouge est à 48 heures de Paris !» Mon Dieu, l'armée rouge. Bon. Et puis, alors bon, nous on rigolait parce qu'on disait « Ah oui, il y a 5000 chars, mais il faut 500 000 mecs pour les pousser. » Bon. Et alors après, il y avait... Non mais c'est vrai, vous en rappelez quand même. Eh bien tiens. Alors il y avait l'armée rouge, et sinon on allait tout collectiviser. Voilà. Et il fallait qu'on explique. Alors il y avait des gens qui croyaient qu'on allait leur prendre leur maison, leur frigo, leur bagnole. Je vous jure, moi j'ai fait du porte-à-porte, hein. Et des gens de oh mais quand même, faut pas tout prendre, jeune homme. À l'époque j'étais jeune homme. Parce que bon, quand même notre maison, c'est nous qu'on se l'est payée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de votre maison? Vous la gardez. Et bien aujourd'hui c'est pareil. Vous autres, forcément, vous êtes des jeunes intellos, alors bon, tant qu'on vous a pas convaincu, il faut mettre des formes et tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Enfin, tout le monde voit bien dans sa famille comment ça se passe, le nombre de balivernes auxquels les gens croient. Donc il y a un travail à faire pour convaincre, pour expliquer. Le dernier élément sur lequel il y avait un ordre du monde, c'est la géopolitique, l'ordre du monde. Les amis, vous êtes obligés de vous poser la question. Parce que l'ordre du monde, c'est pas juste une figure géométrique ou une pensée de haut niveau que j'aurai. À partir du moment où vous êtes 8 milliards, il y a du monde partout. Et figurez-vous qu'ils sont tous au même endroit, dans les villes. Et que tout le monde dépend de la même chose, des réseaux du collectif pour vivre. Pas de réseau, pas de vie. Eh bien oui, ça change tout. Et votre relation à la société est conditionnée par ça. Et puis en fait, je vous ai parlé de réseau, très bien. Essayez de faire fonctionner votre téléphone sans les satellites. Essayez de faire fonctionner tout ce qui se trouve chez vous sans les câbles sous-marins. Ça fait 30 fois le tour de la Terre déjà. Vous êtes complètement dépendant d'un ordre du monde. Tout le monde en est dépendant. Ce qui se passe à un endroit du monde vous concerne directement. Et quand ils râlent contre l'immigration, ça leur va bien de dire ça. D'abord, c'est eux qui ont créé les conditions qui font que les gens sont obligés de partir de chez eux. Et une fois qu'ils arrivent, ils les insultent. Mais ils sont partis de chez eux, pas parce qu'ils avaient envie, hein. Ils sont partis de force. Il n'y a que celui qui n'a jamais immigré, qui n'a pas un immigré dans sa famille, qui ne sait pas la souffrance que c'est de quitter la famille, les choses qu'on connaît, enfin vous connaissez tout ça. Tout nous implique, tout nous concerne. Tant qu'il y a un humilié à un bout de la terre, à l'autre bout, vous êtes concerné. Parce que cet humilié, un jour ou l'autre, il refusera les conditions de son humiliation. Et alors il mettra en mouvement. Les plus gros mouvements de population aujourd'hui, parce qu'il manque de l'eau, parce qu'il manque de ci, parce qu'il manque de ça, parce que celui qui vivait avant de la pêche sur la côte sénégalaise, il ne peut plus en vivre, parce que l'Union européenne a racheté tous les droits de pêche et pris tous les poissons. Et alors les gens qui sont là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le père, la mère de famille, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Eh ben, allez, on part tous à la ville, on va essayer de tenter notre chance. Et une fois qu'on y est, on s'empile avec d'autres et on commence à partir. Et on passe d'abord à la frontière du pays voisin. 80% des migrations se font dans le sud. C'est une petite partie des gens qui arrivent. Et je vous dis ça, entre nous, on va bien rigoler dans une génération de leurs bêtises. Parce que figurez-vous que s'ils continuent comme ça, ils vont juste avoir droit à une société de petits vieux. Et les petits vieux, ça bosse pas. Voilà. Et ils vont découvrir ça. Et il va falloir qu'ils disent à des gens, vous voulez pas venir nous donner un coup de main? Alors là, ils vont être polis, vous allez voir. Là, ils vont être polis. Ils vont aller chercher les gens en disant, pardon, vous êtes monté dans un pneumatique? Non, non, prenez le bateau, on vous met dans l'avion. En 2026, la population de l'Europe va diminuer parce que la natalité est en baisse, parce que la fertilité des êtres humains est en baisse, parce que les maladies qui tuent massivement, en commençant par les plus petits, tout ça est en augmentation. C'est ça que nous avons sous les yeux. Tout ça va se bousculer. Il faut donc que vous entriez avec des idées pour savoir quoi faire. Et la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est trouver tout ça normal. Et accepter la logique.
puisqu'ils n'arrivent pas à vendre, puisqu'ils n'arrivent pas à développer davantage, puisqu'il y a une baisse de productivité, ils ont inventé un modèle économique formidable. La guerre. La guerre, c'est formidable pour un capitaliste. Vous fabriquez une bombe, il faut trouver du métal pour le faire, alors donc on vend du métal, on vend des actions, des mines, ensuite on vend des machines, puis on fait la bombe, formidable, on jette la bombe sur les gens, ça explose pour en faire une autre, et vous avez des gros malins qui s'en vantent. Nous allons produire des bombes. Je ne sais pas pourquoi l'autre il a mis sur sa pancarte les amis de Poutine, parce que s'ils veulent faire la guerre à Poutine, il faut quand même qu'ils y réfléchissent un peu. Hein, faut quand même se servir du truc gris là qu'on a derrière les os du crâne et les cheveux, ça s'appelle un cerveau. Mais si vous croyez que vous allez gagner une guerre sur le vieux continent européen en se confrontant à une autre puissance nucléaire, c'est que franchement, ça fait un moment que vous n'êtes pas servi de votre cerveau. Par conséquent, la guerre est la solution rationnelle pour l'économie capitaliste, parce qu'elle fonctionne comme une courroie d'entraînement. Et en avant qu'il nous faut des gens pour ça, donc on donne des salaires, donc ils font des emprunts, donc ils font de la consommation, etc. La guerre est un rêve magnifique pour eux. Mais après, la conséquence, vous la connaissez. Des destructions, encore des destructions, tout et n'importe quoi. Et vous faites la guerre. Il y a 29 réacteurs nucléaires en Ukraine, dont celui de Tchernobyl, d'heureuse mémoire. D'accord ? Quand ça s'écroule et que le nuage part, il s'arrête à la frontière française. Mais quand même, par solidarité avec les autres, qui en bouffent avant, on pourrait peut-être penser que ce n'est pas une bonne idée. Et regardez bien que ça se passe à un endroit. Et qui ça concerne? Vous autres qui êtes dans le sens du vent et de la terre qui tourne, mais pas que. Parce que les centrales nucléaires, elles sont toutes au bord d'un fleuve. Et le fleuve, il a une mauvaise habitude, il va à la mer. Et la mer, c'est la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée, il y a 500 millions de personnes qui vivent autour. Par conséquent, un dingue qui déclenche un incident sur une des centrales nucléaires. La conséquence de ces actes, c'est sur 500 millions de personnes. Par conséquent, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une série télé, ce n'est pas un jeu. Il faut tout faire pour empêcher la guerre. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour empêcher la guerre? Mais je vous le dis, je vous parle avec toute la force de l'autorité que je peux avoir, morale peut-être, sur vous. Vous êtes en état de l'arrêter. Pour ça, il faut aider ceux qui n'en veulent pas et qui n'en veulent à aucun prix. C'est nous. Vous êtes avec Jean Jaurès ou avec celui qui lui tire dans la tête? Forcément avec Jean Jaurès. Parce que c'est lui qui avait raison. Et il n'y avait rien qui justifie qu'on bute plus de 10 millions de personnes dans cette guerre-là. Même pas la victoire ne justifie qu'on ait mené cette guerre, puisqu'on lui a fait ce reproche. Après, on a dit « Ah, on a bien fait de ne pas écouter M. Jaurès, puisque nous avons battu les Allemands. » Ah bah bravo. Battre les Allemands, d'accord, mais à quel prix? Mais là, c'est pareil. Ne croyez pas que ce soit sans risque. Nous sommes dans les mains de gens dangereux. Les uns parce qu'ils ne réfléchissent pas, et les autres parce qu'ils calculent beaucoup. Vous ne pouvez pas à la fois dire « M. Poutine est dangereux » et faire comme s'il ne l'était pas. Et dire à tout le monde « La liberté de la France est en jeu à Kiev. Avant, c'était à Kaboul. Le coup d'avant, c'était je ne sais pas où. » Non, basta avec tout ça. Pas la guerre, la paix. On peut. On commence par parler des centrales. Ensuite, on fait un cessez-le-feu. Parce qu'il faut bien faire un cessez-le-feu pour arrêter de tirer dans le coin des centrales. Et après, on discute. Tout le monde est prêt à discuter. Pourquoi ils veulent continuer? Ils disent « Nous ne voulons pas que la Russie gagne. Nous ne voulons pas que l'Ukraine perde. » Ce n'est pas tout à fait pareil. Il faut se donner des garanties mutuelles. Dans les garanties mutuelles, il y a le fait que l'Ukraine doit accepter, compte tenu du voisin qu'elle a, de ne pas participer à une alliance militaire contre les Russes. Si vous dites que vous faites entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est fini, il n'y a plus de discussion. C'est la guerre. Et si on devait creuser un peu profond, on verrait que tout est parti de là, de la menace que ça représentait. On peut toujours dire, vous savez, il y a les bravaches, hein, les forts en gueule, le virilisme politique. Nous allons vaincre, ce sont des Munichois, à chaque fois les Munichois. Et dis donc, c'est vous qui signez à Munich, hein, c'est pas un gouvernement de gauche. Bon, admettons. Mais là, c'est pareil. Nous pouvons engager le processus de paix. Il faut qu'il y ait des garanties mutuelles. Il y en a un qui a failli mourir sur un plateau de télé en parlant de moi.
Parce que des fois, j'allume quand même la télé, je dis, on est en train de faire une vacherie sur moi, mais combien de fois, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte, hein, mais ça fait rien, ça fait peur, ça occupe. Et ils étaient en train d'expliquer que, quelle horreur, je proposais des garanties mutuelles. Ben, c'est évident qu'il faut des garanties mutuelles entre gens qui se battent. Vous faites la paix avec votre ennemi, pas avec vos copains. Il me semble que quand même, c'est le b.a.-ba de la diplomatie, non, de comprendre ça. On le peut. Des garanties mutuelles pour l'Ukraine et pour la Russie. Il y a des populations qui sont en cause. Il y a une solution. Demandez aux gens ce qu'ils veulent être, ukrainiens ou russes. Mais oui, c'est le peuple la solution, c'est lui qui décide. S'ils décident d'être ukrainiens, ils sont ukrainiens. S'ils décident d'être russes, ils sont russes. D'ailleurs, il faut dire qu'une fois, ils ont voté qu'ils voulaient être ukrainiens. Donc on doit le prendre en compte. Vous voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la paix n'est pas un projet fou, un rêve délirant d'un homme bien sympathique avec ses amis, que vous êtes, vous, hein, qui aime bien, préfère la paix à la guerre. Non, j'explique qu'il y a un chemin pour l'humanité, ou un autre. Et si vous choisissez le chemin de la guerre, eh bien vous prenez tout ce qui va avec. Demandant aux Gazaouis s'ils ne préféreraient pas la paix. Bien sûr, tout le monde connaît la réponse. C'est vrai pour l'Ukraine, ce que je suis en train de vous dire. Pas de guerre en Europe, pas de guerre en Europe. Pas un seul jour, il ne faut accepter quoi que ce soit qui nous y conduise. Hollande n'était vraiment pas un malin d'avoir accepté qu'il y ait des missiles antimissiles installés en Pologne, parce qu'à partir de là, l'Europe redevenait un champ de bataille. Le général commandant l'armée de terre en France, qui fait une tribune dans Le Monde dans laquelle il dit « S'il y a des attaques qui sont en dessous de nos intérêts vitaux, nous devons être en état de répliquer. » On n'est pas d'accord, général, parce qu'en France, il y a un truc qui s'appelle la dissuasion. C'est rien, pas une boulette jetée avec un lance-pierre. Rien. Ah ben, ça vaut ce que ça vaut, hein, ça s'appelle la dissuasion. Mais c'est ou l'une ou l'autre. Si vous commencez à dire qu'il y a des attaques, que ma foi, on pourrait les supporter, du moment qu'on peut utiliser nos tanks et nos bombes, vous avez perdu, parce que la guerre a lieu. Et si le premier qui commence avec un fusil, le suivant avec un tank, le troisième avec une bombe, et le quatrième avec une bombe nucléaire. C'est évident, c'est comme ça tout le temps. Il faut arrêter la guerre au point de départ, il faut la tuer dans l'œuf. Il ne faut donc pas accepter l'économie de guerre, mais il ne faut pas accepter les va-t-en-guerre. C'est très facile de faire des numéros. Alors, il y en a qui abusent un peu, hein, parce que venir dire « oui, nous ne sommes pas amis des dictateurs », comme l'a dit, comment tu l'appelles celui-là? Oui, Glucksmann. Non, mais je veux dire, le mec, il manque pas de souffle. Il a été payé par un dictateur, Tchakashvili, en Géorgie. Le type était tellement fou que le peuple géorgien l'a foutu dehors. Et après, les Ukrainiens, ils se sont dit « ah, celui-là, il est tellement anti-russe, on le prend ». Il était tellement dingue que même les Ukrainiens ont dû le foutre dehors. Alors ça va, hein? Pas de leçon, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous tromper, ça arrive à bien des gens. À ce point-là, quand même, il faut le faire. Mais quand même, au moins, ça devrait faire baisser le ton. Pour Gaza, il en va de même. Il n'est pas vrai qu'on ne peut rien contre la guerre à Gaza, qui est un génocide et non pas une guerre. Qui se bat? C'est un génocide. Et nous traiter d'antisémites pour nous faire taire. Pour que ça marche, il aurait fallu une certaine économie de l'usage du mot. Hein? À partir d'un certain degré de boule puante, ça sent plus rien. Tout le monde était antisémite. Moi, bien sûr, elle est fille, ça va de soi. Le pape, Edgar Morin, 102 ans, antisémite, quoique juif. Et ainsi de suite. L'ONU, Guterres, le fou meurtrier, qui est ministre de je ne sais plus quoi, dans le gouvernement de M. Netanyahou, qui traite Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en disant « c'est un antisémite qui est à la tête d'une organisation antisémite ». Oui, il marche avec des chaussures antisémites, sur un sol antisémite. Vous êtes devenu fou, vous êtes dingue. C'est pour ça que vous êtes dangereux. C'est parce que vous êtes dingue. Parce que vous ne voyez plus, en regardant une population des êtres humains, vous voyez des pions, des chiffres, dans votre petite tête rabougrie par le sectarisme, la haine religieuse, que ceux qui sont en face de vous n'ont pas, et qui viendraient au secours de vos enfants, s'ils avaient problème. Ces meurtres sont une honte, et ceux qui les commettent ne sont pas seulement honteux, mais flétrissent la société dans laquelle ils vivent.
Tsahal est l'armée la plus immorale du monde. Voilà ce qu'elle est. Une école du crime. Alors, ah bon, je suppose que d'autres gens viendront avec des pancartes pour hurler après moi, mais ça ne changera rien. Je suis parfaitement capable, comme vous tous, de faire la différence entre ce qui relève d'un gouvernement et ce qui relève d'un peuple. Ce qui relève d'un peuple et ce qui relève d'un être humain. Tout à l'heure, j'étais à Lille, et parmi les personnes qui ont parlé pour défendre le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT, il y avait la présidente de l'Union des Juifs pour la paix. Nous ne tomberons pas dans le racisme dans lequel les autres veulent nous enfermer. Mais que chacun se le dise, chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit la communauté à laquelle il se sent rattaché, chacun est personnellement responsable. Ceux qui se taisent sont complices du meurtre, sont complices du crime. En ce moment, ce qui se joue, c'est ce que sera le XXIe siècle. Jeunes gens, s'il est prouvé que le massacre, le génocide est une technique utile politiquement, alors il y en aura encore, et encore, et encore. Alors l'Azerbaïdjan rentrera en Arménie, comme elle est entrée dans le Haut-Karabakh, d'où elle a délogé tous ceux qui s'y trouvaient. Alors les Rwandais continueront à rentrer au Congo pour attaquer, déplacer, assassiner, comme ils le font en ce moment, parce qu'il sera prouvé que c'est une méthode de combat qui en vaut d'autres. C'est pourquoi nous devons absolument l'emporter et avoir le dernier mot dans ce qui est en train de se passer à Gaza, en plus des sentiments humains qui nous animent. Voilà. Normalement, sur nos affiches, il est marqué conférence. Alors moi, j'ai pas eu de bol. Hein. Je me tue au boulot pour faire ça. Non, mais attendez, rigolez pas, c'est du boulot. Hein. 350 pages. Non, pas tout à fait. 340. J'ai dû enlever 200 000 signes. Premier boulot, écrire le bouquin. Deuxième bouquin, le raccourcir. Ça vaut 20 balles. Je me disais, on va travailler gentiment. Je vais faire le tour de France. Je vais aller dans les facs, voir tous les intellos, pour discuter avec eux et leur dire, écoutez les amis, ce dont vous avez besoin, je vous le redis. C'est pour ça que vous allez acheter mon livre. Je ne peux pas vous dire d'aller le voler, ça ne se fait pas. Mais bon, après, moi, ça ne me regarde pas. Hein. Mais ce dont vous avez besoin, c'est d'une grille de lecture. Quitte à la rectifier en route, je vous propose une grille de lecture des événements dans lesquels vous êtes, des instruments de pensée. Vous n'avez rien au-dessus de votre pensée. C'est votre plus bel outil. Quitte à le mettre en cause en route, en disant non, là, Mélenchon, il déconne, il est trop enthousiaste, ou là, non, il est trop pessimiste, etc., etc. Mais il y a un cadre. Je suis l'héritier d'une tradition intellectuelle, le matérialisme historique. Avant, bon, maintenant, matérialisme historique, débrouillez-vous avec. C'est le matérialisme appliqué à l'histoire. De mon temps, on n'avait qu'un mot. On disait on est marxiste. Maintenant, le temps que tu expliques ce que c'est, tout le monde est parti. Alors donc, matérialisme historique, il y en a plein qui se disent on ne sait pas ce que c'est, on va voir, on va aller regarder dans Google, il va nous dire ce qui se passe. Voilà. Vous avez besoin de ça, d'une grille de pensée. Mais une fois que vous l'avez, alors, vous avez la grille de pensée politique et il vous faut adhérer à une grille de pensée philosophique. Parmi vous, certains sont croyants, d'autres ne le sont pas. Ça ne sera pas mon sujet. Chacun doit élire les règles qui organisent sa propre vie. Et c'est à cet endroit qu'on se retrouve. L'humanisme est une lumière qui a éclaté dans l'Occident, et plus exactement en France et en Italie, au XVe siècle. Elle est isolée, la pauvre. Laissez tomber, laissez tomber. Écoutez ce que je vous raconte, moi. Et l'humanisme, ce n'est pas humanitaire. Les ignorants croient que c'est pareil. Non, l'humanisme dit une chose. Chaque personne est l'auteur de sa vie. Que vous soyez croyant ou incroyant, vous savez qu'en dernière analyse, vous dépendrez des choix que vous avez faits sur votre vie. Et le choix le plus fondamental, celui qui donne du sens à un univers qui n'en a pas, qui se dilate dans rien, c'est le paradoxe de la science, point final, qui n'a pas de sens.
Le sens, c'est celui que vous introduirez par votre propre existence. Dans le chaos de la société qui vous invite à être chacun pour soi, vous y mettrez le sens de l'engagement politique qui est un fil conducteur d'une existence. Il a animé la mienne et celle de quelques personnes dans cette salle qui sont là en même temps que moi. Je n'en ai aucun regret. Je suis tellement reconnaissant à la vie qui m'a permis d'entrer dans ce combat et de m'y dévouer entièrement. Ce matin, je regardais le camarade secrétaire de l'UD. Il a fait un tract le 20 octobre dans lequel il explique pourquoi ça s'est passé ce qui se passe au Proche-Orient. Il le fait avec les mots qui sont ceux de la CGT et de sa propre conviction. Mais ici, on est en démocratie. Il faut qu'il y ait des points de vue. Vous croyez le contraire? Pas besoin de gueuler avec son affiche, là, tout à l'heure, l'autre. Ben, les mecs qui distribuent un tract, vous expliquez pourquoi on se trompe. Et même, moi, je veux bien faire un débat contradictoire avec lui. Ça ne me dérange pas. J'ai pas peur. Je suis sûr de mes idées, puis je suis surtout sûr de vous. Donc, le rapport de force ne va pas être très bon pour lui. Mais, vous me comprenez. Je regardais cet homme. Il écrit ce tract. Il lui colle un préfet, d'accord, qui n'est qu'un militant politique de bas étage, qui, dans le confort de son bureau bien chauffé, décide de faire un signalement, apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Pauvre type. On ne peut pas être à la CGT si on est raciste. C'est pas conforme. Et deuxièmement, personne n'a jamais fait l'apologie du terrorisme. Mais l'apologie du terrorisme est devenue un crime particulier depuis qu'un certain monsieur Valls, d'heureuse mémoire, en a fait un délit particulier. Et depuis, il y a 200 personnes qui y sont passées, dont ce camarade. Et le préfet, il a fait un signalement. Alors évidemment, le juge a dit, puisque le préfet me signale, amenez-moi l'impétrant. Et l'autre, dans son bureau, il décide qu'il envoie la police, masqué, cagoulé, avec des fusils et tout. Mais on fait ça à moi aussi, alors donc je connais le numéro, à 6 h du matin. Et l'autre, quick, les menottes, en slip, devant ses gosses. Voilà ce que sont ces gens. Pourquoi? Pour faire peur. Pour que tout le monde la ferme. Pour qu'on ait peur d'eux. Et tout à l'heure, on allait au tribunal. La justice en France, elle est rendue au nom du peuple français, nous tous. Donc nous, on est venus témoins de moralité, on a dit, nous, on représente le peuple. Et on vous dit qu'il n'y a pas d'apologue du terrorisme à la CGT ni dans la classe ouvrière. C'est pas vrai. Et on vous dit qu'il n'y a pas pire tyrannie, c'est Montesquieu qui dit ça, il n'y a pas pire tyrannie que celle qui avance à l'abri des lois sous la couleur de la justice. Parce que là, vous avez tout contre vous. Mais, alors, il n'y a qu'un seul devoir, maintenant, ce soir, comme à ce moment-là, le devoir de résistance. C'est la résistance et l'insoumission qui vous mettent sur le chemin de la seule vérité qui vaille, la fraternité. Alors, vous courez le 9 vous inscrire, et ce jour-là, je vous jure, je reviens si ça ne se passe pas bien. Il faut donner de la force. Aidez-nous, jeunes gens. Aidez-nous. Parce que vous n'avez que nous pour l'instant. Donnez-nous le coup de main. Voilà. Ça, c'était une conférence qui termine de manière neutre. En tout cas, si ce n'est pas pour nous que vous votez, au moins allez voter. Mais tant qu'à faire, autant le faire bien, votez pour nous.